Ok, bonjour tout le monde. On va reprendre ici dans une partie du cours 3. On va essayer de rattraper ça et achever une bonne partie du quatrième cours. Alors, on s'était arrêté sur cette diapositive où on voyait... Comment tu veux pas carrément me mettre comme ça? Ouais, peut-être comme ça. Oui, donc on s'était arrêté sur cette diapositive où j'ai essayé de résumer les différentes stratégies employées par les virus ADN pour assurer la réplication de leur génome. Et globalement, la chose à retenir, c'est que plus le génome d'un virus ADN est petit, plus ce virus sera dépendant de la machinerie de la cellule hôte pour répliquer son ADN. Et c'est que des virus avec ADN, avec des génomes très grands, qui peuvent être totalement indépendants de la cellule hôte. Enfin, en tout cas, indépendants pour la réplication de leur génome. Alors, donc on va regarder quelques détails sur ce processus pour un ou deux petits virus à ADN. Alors, quels sont les différentes gènes, les différentes protéines qu'un virus à ADN, dont un virus à ADN a besoin pour répliquer son génome. Alors, globalement, n'importe quel virus à ADN a besoin d'avoir un peu toutes ces fonctions-là disponibles. Ce n'est pas juste le fait d'avoir une ADN polymérase ou d'utiliser une ADN polymérase cellulaire. Il faut aussi tous les cofacteurs qui sont impliqués dans l'implication de l'ADN. Donc, à la base de tout, et j'ai essayé de les organiser un petit peu avec le début et un peu la suite de la réplication de l'ADN. Donc, ce qu'il faut, c'est d'avoir au moins une protéine virale qui va se fixer sur l'origine de réplication virale, spécifiquement sur un site dans l'ADN, dans le génome viral, pour cibler la réplication de l'ADN sur le génome viral. Donc tout virus a besoin d'une protéine de fixation sur l'origine, un origin binding protein. Ensuite, une fois que cette protéine s'est fixée sur le site d'origine de réplication de l'ADN, la première chose à faire, c'est de déplier l'ADN double brin avec une activité de hélicase. Et ensuite, il faut être capable de synthétiser une amorce en ARN avec une enzyme qu'on appelle le primase. Et une fois que l'on a cette amorce en ARN, l'ADN polymérase peut commencer la synthèse de l'ADN. Alors, il faut également un facteur de processivité qui va permettre de défaire ou séparer les deux brins d'ADN en amont de la fourche de réplication. En amont, ouais, vous voyez ce que je veux dire, ou peut-être plutôt en aval de la fourche de réplication. C'est ce qui va permettre à l'ADN polymérase d'avancer. Et aussi, l'ADN simple brin qui est déplacé ne va pas être très très stable toute seule, donc il faut une protéine de fixation sur l'ADN simple brin. Donc ça, c'est vraiment le minimum en termes de différentes protéines qui sont nécessaires pour le processus de réplication de l'ADN. Mais en plus de ça, n'importe quel virus à ADN doit s'assurer d'une livraison ou d'une source de précurseurs de désoxynucléotides triphosphate. Donc le substrat pour l'ADN polymérase. Et des cellules. L'écran tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on va attendre 2 ou 3 minutes, ça c'est coupé en général là, non? Hein? Et plus de Wi-Fi? Dans tous les routeurs sont morts.
Bon, presque tout le monde a son ordinateur, hein. Puis je termine juste avec cette diapositive, hein. Après, on va. Donc les deux choses. Bon, c'est plus le micro non plus, évidemment. Les deux choses qui est resté en bas de ce tableau, ce sont une activité de thymidine kinase et de ribonucléotide réductase. Donc dans la cellule, les désoxynucléotides triphosphates sont synthétisés d'abord à partir de ribonucléotides. D'accord? Donc on va avoir une molécule de ribose associée avec une base nucléotidique, mais il faut enlever un groupement hydroxyle pour produire une désoxyribonucléotide. Donc ça, c'est une activité essentielle. Et ensuite, il faut rajouter les groupements phosphates, parce que ça serait un nucléoside, à vrai dire, hein. Sans le phosphate, c'est un nucléoside. Ça vous dit quelque chose là, toute la biochimie? Ça revient? Donc, un nucléoside avec ribose plus une base pyridimidopurine, ça ne va pas être pris en charge par une polymérase. Il faut rajouter les groupements phosphates pour faire un nucléotide. Et donc, pour ça, pour rajouter le premier phosphate sur une désoxyribonucléoside, ben, il faut une activité de thymidine kinase pour rajouter les groupements phosphates. Alors, dans les cellules qui se divisent, bah, on a ces deux activités enzymatiques parce que la cellule en phase G0S est en train de répliquer son propre ADN. Donc, la cellule va synthétiser une ribonucléotide réductase et une thymidine kinase. Mais dans des cellules quiescentes, qui ne sont pas en phase de division active, de division cellulaire, bah, il y a un petit peu de désoxynucléotide triphosphate, mais en quantité relativement limitante. Ils sont là juste pour effectuer les réparations de l'ADN, en gros. Et un virus qui réplique son génome a besoin d'une quantité importante des désoxynucléotides triphosphate. Et donc, un virus qui est capable d'infecter des cellules quiescentes, sans induire le cycle cellulaire, ce qui est le cas pour les herpesvirus, doit coder pour ces deux enzymes. Parce que c'est ça qui permet de synthétiser et fournir les désoxyribonucléotides triphosphate pour la synthèse de l'ADN. Ok, donc ça c'est cette diapositive-là. On va peut-être faire une pause là en attendant de voir si on a un rétablissement de courant ou sinon bah, on va annuler et puis on va reprendre mercredi et on va essayer de rattraper cette séance. Bon, c'est ce que je propose. Sinon, je peux continuer. Tout le monde regarde son écran. Qu'est-ce que vous en dites? Vaut mieux annuler? Bon, je propose qu'on attend 5 minutes. Ensuite, on vote et on décide ce qu'on va faire. Avec ces deux options, soit je continue, tout le monde essaie de regarder sur l'écran, ou alors on annule et on reprogramme. Bah, dis donc. Ah. Oui. Les virus CMV et EBV se réveillent après immunosuppression. C'est bien ça? Oui. Ok. Ils peuvent se réveiller dans d'autres cas ou pas? Non, pas vraiment. L'heure de trouver une. Il y a une virémie et une application active lors de la primo-infection. Pour le virus Epstein-Barr, c'est la fièvre, comment on appelle, glandular fever, qui est en français. Un truc souvent rencontré chez les ados, des jeunes adultes, parce que c'est transmis par la salive, c'est lorsque des gens se mettent à s'embrasser. Mononucléose infectieuse, oui, c'est ça.
Donc, on a une implication active, mais ça, c'est avant la mise en place de réponses immunes adaptatives. Donc, dès qu'on a des CTL et des anticorps spécifiques du virus, bah, du coup, toutes les formes actives du virus ne peuvent plus vraiment infecter de nouvelles cellules. Mais il persiste sous forme latente dans les lymphocytes B. Et donc, il y a une sorte de surveillance continue, principalement par les CTL, qui peuvent liser des cellules infectées qui se mettent à exprimer trop de protéines virales. Et dès que vous avez un état d'immunosuppression qui impacte fortement les réponses T, bah, il n'y a plus de contrôle, donc il reflambe. Et c'est vrai pour le virus Epstein-Barr, c'est vrai pour le CMV. Donc c'est un souci chez les gens qui ont une greffe de moelle osseuse, parce qu'ils passent une période avant la prise de greffe et ils ont zéro système immunitaire. Et des fois, la moelle osseuse peut être porteur de virus aussi, parce qu'il est présent dans les cellules de hématopoïétiques, le CMV et le BV. Si on ne fait pas de greffe de moelle osseuse, ça peut quoi Bah, sida, phase avancée de sida. CMV, ouais, autre greffe d'organes solides parce que les gens sont mis sous immunosuppresseurs pour prévenir le rejet de greffe. Donc c'est ça, donc c'est un peu ça les cas modernes. À mon avis, la panne, elle sera pas. Bah oui, je pense. Bah, on peut espérer que c'est que ce bâtiment, mais on va pas, je vais pas passer par derrière et appuyer sur le bouton pour faire clunk comme ça. Il faut appeler le service, machin et tout ça, parce que tu sais pas si ça va être dangereux. Et le temps de faire venir quelqu'un et tout ça, là, ça va. On embauche un élève pour dessiner les diapos à côté. J'espère que ça plante pas au milieu d'un TP ou un truc comme ça. Bon, nous, ça va, on peut reprogrammer. Pour les TP, c'est un peu galère, quoi. Ok. Ok, on a eu les 5 minutes. Est-ce qu'on est prêt à voter pour les deux options? Option 1, je continue, je fais le cours, tout le monde regarde sur son écran ou l'écran d'un voisin. Option 2, on annule, on trouve un autre créneau, on revoit ça plus tard. Prêt à voter? Ok, qui veut l'option 1? Attends, mais je vais devoir compter parce que ça va pas être évident là. Allez, gardez les mains levées, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, j'ai 20 mains levées pour l'option 1. Qui veut l'option 2? On annule. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Donc, c'est l'option 2 qui l'emporte. Bon, ben, donc, on se revoit. Bah, écoutez, il faut aller pour notre décision. Et donc, on a eu un changement d'emploi du temps. Donc, on se voit mercredi en fin d'après-midi. D'accord? Donc, je reprendrai à partir de là. Et on trouve un nouveau créneau pour le CM5. Et voilà, ok? Bon, on se voit mercredi. Kata.